moi, je prends la suite de Camille pour vous amener dans l'océan austral, avec un grand plaisir. Cet océan qui est extrêmement loin, de fait, de la France, de l'Europe, hein, plus de 10 000 km pour les points les plus proches, mais qui en réalité, c'est ce que je vais essayer de discuter aujourd'hui, est extrêmement proche de notre quotidien, proche de différentes façons, proche pour des raisons climatiques, proche pour l'impact sur l'élévation des mers à nos côtes, et puis pour l'environnement marin de manière plus générale. Donc c'est ce que je vais essayer de discuter aujourd'hui dans ces 20 prochaines minutes. Je remercie Camille pour la présentation super intéressante, où elle a beaucoup mis en avant le rapport du GIEC publié en août dernier, et je vais continuer sur cette voie en apportant quelques éléments du dernier rapport du GIEC, auquel j'ai contribué à l'écriture pour tous les aspects polaires et océans dans cette présentation maintenant. Avant de rentrer dans le détail de l'océan austral, je voudrais commencer par présenter ce que c'est le changement climatique. Alors, on a différentes façons de le présenter, si j'arrive. Voilà. Le changement climatique, en tout cas le réchauffement global, c'est ça. C'est 1,1 degré de réchauffement depuis l'ère préindustrielle dans l'atmosphère. On n'est pas encore dans l'océan, dans l'atmosphère, au niveau global. Un réchauffement qui est sans précédent, c'est un résultat important du dernier rapport du GIEC, depuis plus de 2000 ans. Il s'avère qu'en réalité, ça c'est une moyenne globale, on l'a beaucoup entendu ce matin, il y a énormément de diversité régionale, on sait que l'Arctique réchauffe beaucoup plus que la moyenne globale, et en fait il n'y a pas que l'Arctique qui réchauffe plus que la moyenne globale, il y a les terres émergées de manière générale, et notamment l'Europe, la France. On sait que la France réchauffe de plus de 1,7 fois plus fort que la moyenne globale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on subit, en Europe de manière générale, on subit de plein fouet l'élévation de la température, mais aussi des événements extrêmes. Des vagues de chaleur 3 fois plus probables que l'ère préindustrielle, des pluies torrentielles 30% plus probables, des sécheresses 70% plus probables. Et ça, on le voit, on le ressent dans notre quotidien, évidemment, on le voit de plus en plus à la une de nos médias, malheureusement. Et c'est malheureusement une réalité. Alors là, j'imagine que Rémi doit paniquer, se dire il n'a rien compris à ce que je lui ai demandé. On lui a demandé de parler de l'océan austral et il nous parle d'événements extrêmes dans l'atmosphère. Et ben en fait, je voulais introduire ça parce que il est important de comprendre que ces réchauffements qu'on ressent dans notre quotidien, vraiment, en fait, ne sont qu'une toute petite partie de l'histoire du changement climatique. Ce réchauffement atmosphérique dont je viens de vous parler, en réalité, c'est que 1% de l'énergie accumulée sur la planète Terre associée au changement climatique. 90%, plus de 90%, 93 ici estimé dans le rapport du GIEC de 2014, de l'énergie associée au changement climatique va dans les océans. Et donc, si on veut comprendre la brutalité du changement climatique, toutes ses conséquences, il nous faut plonger sous la surface de l'océan. On n'a pas le choix. Et en particulier, il nous faut aller dans l'océan austral. Alors, pourquoi l'océan austral? Parce qu'en fait, c'est la porte d'entrée pour les signaux climatiques dans les océans du globe. Plus de 50% de l'ensemble du dioxyde de carbone qui rentre dans les océans rentre par l'océan austral. 75% de la chaleur qui rentre dans les océans du globe rentre par l'océan austral. C'est une véritable porte d'entrée pour l'ensemble des signaux climatiques. Alors on pourrait se poser la question de pourquoi l'océan austral. Et alors pour répondre à cette question, j'aimerais montrer ce schéma de la circulation thermohaline ou d'overturning, comme on dit dans notre jargon d'océanographe, qu'a déjà mentionné Camille. Mais cette fois montré sur une carte de la Terre probablement un petit peu tordue par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir. Ici, j'ai représenté ce schéma de la circulation d'overturning sur une projection qu'on appelle projection de Spielhaus, qui en fait place l'Antarctique au cœur. Et alors pourquoi je fais ça? Parce que, à mon avis, ça illustre parfaitement le rôle de l'océan austral pour cette circulation d'overturning. L'océan austral est le cœur de la circulation océanique planétaire. Le cœur, d'un point de vue géographique, tout simplement, il n'y aurait pas de circulation planétaire s'il n'y avait pas la connexion des différents bassins entre eux qui arrivent dans l'océan austral. Mais aussi moteur et cœur de la circulation d'overturning, parce que dans l'océan austral, le climat hostile, le contact avec les glaces, la banquise, la calotte polaire, fait que l'océan est extrêmement turbulent dans cette région du monde et que les signaux climatiques peuvent passer de la surface vers les profondeurs. Et donc on peut amener de la chaleur, du carbone, l'extraire de l'atmosphère pour l'emmener dans les profondeurs.
Et donc ça, c'est un service climatique unique que nous rend l'océan austral, qui est crucial dans notre quotidien. On ne s'en rend pas compte, mais il adoucit notre quotidien, si je puis dire. On peut essayer de mesurer ce service climatique, par exemple, ce puits de carbone dans l'océan austral. Alors ici, je le mesure, donc 0,8 millions de milliards de grammes de carbone par an qui pénètrent dans l'océan austral et qui est extrait de l'atmosphère. Ça ne vous parle probablement pas des chiffres comme ça. On peut essayer de comparer ce service de l'océan austral à un autre service. J'imagine que vous avez tous entendu parler de la forêt amazonienne et de l'importance de la forêt amazonienne en tant que poumon de la planète pour absorber le carbone de l'atmosphère. En fait, on se rend compte que l'océan austral, c'est 2 fois plus efficace pour enlever le carbone de l'atmosphère. Alors ça, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'occuper de la forêt amazonienne. Le problème de la forêt amazonienne, c'est qu'elle change de manière très rapidement et de manière inquiétante. Mais tout ça pour vous dire qu'il nous faut absolument considérer l'océan austral et le service climatique que nous rend cette partie du globe. On peut essayer aussi, de manière, bon, c'est un calcul qui est un peu bizarre, mais on peut essayer de représenter l'argent, enfin le coût vraiment en termes monétaires que représentent ces 0,8 pétagrammes de carbone par an. Si on prend le coût de la tonne de carbone qui est fixé par l'Union européenne, on peut estimer, alors encore une fois, c'est un calcul un peu bizarre, mais on peut estimer le service que nous rend l'océan austral à 55 milliards d'euros par an. C'est considérable. Alors, ce service que nous rend l'océan austral ne se limite pas au climat. En fait, il va aussi à des services écosystémiques. Je ne parle pas du petit calcul bizarre que je viens de vous montrer, mais vraiment un service écosystémique sonnant et trébuchant à travers les pêcheries, et puis un service de biodiversité. Pour ce qui est du service économique, des pêcheries, je voudrais rappeler dans cette carte la quantité de capture de 2 espèces particulières qui se pêchent dans l'océan austral. La légine, qui est la carte du haut, et le krill antarctique, la carte du bas. Et ce qu'on voit, c'est que l'Europe fait énormément de captures dans l'océan austral. La France en particulier, pour la légine, est le premier, de loin, est le premier contributeur aux pêcheries de légine. Et donc on voit ici, je ne vais pas rentrer plus dans le détail ici, mais juste pour appuyer sur le fait que l'océan austral structure de manière très importante tout dépend de notre économie et a des implications socio-économiques, socio-écologiques extrêmement importantes. En fait, le rôle de l'océan austral pour les pêcheries ne se limite pas aux pêcheries qui se font localement dans l'océan austral. En fait, ce qui se passe, c'est que l'océan austral est un petit peu le grenier de la planète Terre pour les océans. La vie biologique, elle a besoin de nutriments pour pouvoir prospérer. Et en fait, dans l'océan austral, on a des quantités énormes, à cause de cette circulation d'overturning dont je vous parlais tout à l'heure, on a des quantités énormes de nutriments dans l'océan austral. Et en fait, ces nutriments, ils vont être redistribués sur l'ensemble de la planète Terre à travers cette circulation d'overturning dont je vous parlais. Et notamment, ils vont être redistribués, je prends juste un exemple, ils vont être redistribués avec cette circulation ici, dans la partie ouest africaine, où, on le sait bien, il y a énormément d'intérêt économique de l'Europe au niveau des pêcheries. Donc ce service économique, ce service de pêcherie ne se limite pas aux pêcheries de l'océan austral, mais vraiment l'océan austral a un impact sur les pêcheries globales. Et puis finalement, un service de biodiversité, pas des moindres, avec une biodiversité unique qui subit de plein fouet un changement climatique dans l'océan austral. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que cette biodiversité, elle n'est pas isolée à l'océan austral. En réalité, il y a énormément de connectivité entre les océans du globe. Ces espèces migrent, pour certaines énormément. Et il y a énormément de connectivité entre la biodiversité de l'océan austral et la biodiversité mondiale. Le problème de tout ça, c'est que ce service, donc l'océan austral qui nous rend des services fabuleux, ça a un coût. On le paye extrêmement cher. Et notamment, le service climatique a un coût extrêmement important. Ce coût, notamment, l'acidification des océans. Je vous ai dit, j'ai appuyé dessus, que l'océan austral,
capte énormément de carbone de l'atmosphère pour l'enfouir dans ces profondeurs. Et ben, le problème, c'est que ça crée des réactions chimiques qui acidifient les eaux de l'océan austral. On le voit très bien sur cette carte ici. Donc, les régions les plus jaunes sont les régions qui s'acidifient le plus. Alors, évidemment, l'Arctique, mais également l'Austral. Et ça a des problèmes extrêmement concrets pour le développement des espèces à coquilles calcaires. On va dépasser des seuils qui posent réellement des problèmes pour la croissance de ces organismes avant les années 2030. C'est ce que nous prévoient les projections climatiques. Il n'y a pas que l'acidification, il y a aussi le réchauffement des eaux. Je parlais de la capture de carbone, mais il y a aussi la capture de chaleur. Et cette capture de chaleur, elle réchauffe les eaux. En profondeur, c'est les réchauffements les plus profonds qu'on trouve dans les océans du globe, qu'on trouve dans l'océan austral. Des réchauffements à plus de 4000 mètres de profondeur, jusqu'aux abysses. Et le problème de ce réchauffement des eaux, il y a évidemment le changement des habitats et de tout l'impact sur tout ce que je vous ai déjà mentionné. Mais il y a un autre problème, c'est que ces réchauffements des eaux, il rentre en contact avec la calotte polaire et fait fondre la calotte polaire antarctique. On a une perte de masse de la calotte polaire antarctique. Le premier contributeur de la fonte de l'Antarctique, c'est l'océan. C'est le contact avec l'océan. Et ça représente ce contact entre l'océan et la calotte polaire représente une incertitude majeure sur nos projections futures du hausse du niveau des mers globales. Alors cette perte de l'Antarctique, de la calotte polaire, on peut l'observer par satellite. Ici, je représente le changement d'épaisseur de la calotte polaire et on le voit. Alors, il n'est pas homogène. Il y a des régions qui perdent de la masse beaucoup plus rapidement, notamment au niveau de l'Antarctique de l'Ouest, mais également, et c'est des choses qu'on commence à observer sur la dernière décennie, en Antarctique de l'Est, dans la région au sud de l'Australie, revendiquée par la France. Et le problème de tout ça, c'est qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on peut passer à un point de bascule. Ce que j'appelle point de bascule, c'est qu'on continue de réchauffer de manière homogène, et puis d'un coup, le système se déstabilise et on perd des pans entiers de l'Antarctique. Et ça, c'est des choses, on sait que ça peut exister, on sait que ça c'est arrivé, on sait que c'est arrivé par le passé, on le voit, on l'observe dans nos archives naturelles, dans nos archives paléoclimatiques. Mais on ne sait pas exactement le seuil. On sait que le seuil est potentiellement à des réchauffements globaux autour de 2 degrés, potentiellement. Il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Mais potentiellement, il y a des seuils à ce niveau-là, et donc des risques extrêmement importants pour nos sociétés. Alors, je parlais du réchauffement. Le réchauffement et perte de la calotte polaire, ça veut dire hausse du niveau marin. Réchauffement, parce que les eaux se dilatent, c'est à peu près 50% de l'augmentation du niveau marin. Et donc le réchauffement, comme je le disais, l'océan austral a un très fort contributeur, parce que c'est là où rentre la chaleur dans les océans, et puis la fonte de la calotte polaire. Aujourd'hui, on est à peu près à 20 cm de hausse du niveau des mers, depuis l'ère pré-industrielle. On pourrait se dire, bon, 20 cm, ça va, c'est pas la mer à boire, si je puis me permettre. Mais en réalité, c'est une hausse du niveau des mers qui est déjà sans précédent sur plus de 3000 ans. Et on le voit, ici j'ai deux photographies sur nos côtes françaises, on le voit vraiment dans notre quotidien, avec des inondations, des érosions des côtes. Et on n'en est qu'à 20 cm. Qu'est-ce qu'on prévoit pour le futur? On sait que ça va continuer, parce qu'il y a énormément d'inertie sur et le réchauffement des océans et la perte de la calotte polaire. Et on arrivera en 2100 à une estimation autour entre 50 cm et 1 mètre de hausse du niveau des mers, en fonction des choix collectifs qu'on va faire sur nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, sur notre quotidien en Europe? Pour illustrer ça, je vais prendre le scénario le plus optimiste, pour pas essayer de ne pas dresser un tableau trop noir. Donc, le plus optimiste, dans un scénario où on arrive vraiment à de l'atténuation de nos gaz à effet de serre de manière assez importante, donc potentiellement pas réaliste. Ce n'est pas vers là qu'on se dirige pour l'instant. Et ben, ce que ça veut dire, c'est donc 50 cm en niveau moyen de hausse du niveau des mers à la fin du siècle. Ce que ça veut dire à nos côtes, c'est une augmentation des événements extrêmes de niveau de la mer, donc inondations à nos côtes, de l'ordre de 100 à 500 fois plus probable comparé à l'ère pré-industrielle. Donc des inondations 100 à 500 fois plus fréquentes à nos côtes. Je parle bien de la France ici, mais de l'Europe de manière plus générale. Alors, un peu moins important sur l'Europe du Nord.
Malheureusement, on a, je ne voulais pas tresser un tableau trop noir, mais malheureusement, il y a d'autres surprises que nous réserve l'océan austral. Et notamment, c'est ce dont j'ai déjà mentionné, ces processus de déstabilisation de la calotte polaire liés au contact entre l'océan austral et la calotte polaire. Et ça, c'est aussi un résultat important du dernier rapport du GIEC. On a estimé, dans le cas de la mise en place de processus de déstabilisation, ce qui peut se passer. On sait que ça peut arriver, on a beaucoup d'incertitudes. Quand est-ce que ça peut arriver? Eh bien, on arriverait à la fin du siècle à 1,6 mètre de hausse du niveau moyen de la mer. Et donc, évidemment, des conséquences extrêmement importantes à nos côtes. Alors, face à ces enjeux, que j'espère que je vous ai convaincu et qui sont cruciaux, il me semble nécessaire aujourd'hui de protéger l'océan austral et de mieux comprendre aussi l'océan austral, pour mieux saisir tout le détail de ces processus et pouvoir, par exemple, mieux s'adapter aux changements futurs. Alors, les défis pour la protection, il a déjà été mentionné, c'est la création d'aires marines protégées. D'aires marines protégées, il y en a certains, je ne vais pas aller dans le détail ici, on en a déjà discuté ce matin, certaines qui ont déjà été mises en place, mais encore beaucoup d'aires marines protégées qui sont revendiquées, pas encore mises en place. Et puis, on a parlé ce matin des aires marines protégées de l'Antarctique, mais il y a aussi celles des îles subantarctiques. Et ici, je pense que c'est important de souligner l'importance des pays européens pour leur présence, notamment dans les îles subantarctiques, mais aussi pour leur volonté géopolitique de faire avancer ces aires marines protégées. Donc ici, un rôle extrêmement important de l'Europe pour faire avancer ces dossiers. Et puis un défi pour la compréhension, c'est l'observabilité de ces régions. Alors, Camille l'a déjà évoqué, il y a des problèmes d'observabilité en Arctique, mais aussi en Antarctique. Et ici, pour illustrer ce défi de l'observation, j'ai présenté le nombre d'observations qu'on a sur l'ensemble des bassins océaniques du globe depuis le début de l'océanographie, en gros dans les années 50, pour un paramètre qui est la température, qui est sûrement le paramètre le plus simple à mesurer dans les océans. Et on voit ici un énorme trou de données sur l'ensemble de l'océan austral. Alors face à ce défi, on essaye quand même alors, la raison de ce défi, c'est le fait qu'on a un trou, c'est évidemment que cet océan est loin de nos côtes, mais aussi le fait que c'est compliqué d'aller faire des mesures là-bas. On a évidemment la banquise qui pose des problèmes logistiques extrêmement importants, c'est coûteux, il faut des navires brise-glace. Et malgré tout, on y va et on fait de l'océanographie. Hein, c'est typiquement, je voulais juste quelques illustrations de ce qu'on fait dans notre quotidien. Peut-être pas quotidien, mais en tout cas ce qu'on fait régulièrement. J'étais encore là-bas il y a quelques semaines. On déploie ce qu'on appelle des mouillages océanographiques pour avoir des observations tout le long de l'année. On fait de l'océanographie, typiquement, c'est ce qu'on fait en océanographie, c'est des mesures très classiques. On envoie par treuil ce qu'on appelle rosettes ici, et puis on échantillonne l'eau pour différentes caractéristiques physico-chimiques de l'océan. Mais, alors si on peut envoyer le film, ça ne va pas être très long. Je voulais juste illustrer les difficultés qu'on rencontre là-bas, comparé, alors je ne sais pas si en technique, voilà. Ici, l'illustration de la difficulté qu'on peut rencontrer quand on est en campagne en mer là-bas, bloqué pendant quelques jours dans les glaces, à ne pas pouvoir travailler. Alors ça, j'illustre ici avec le problème de la banquise, quand on se fait bloquer dedans. Et puis, évidemment, il y a aussi le problème des conditions extrêmes, difficiles de vent et de vagues. Alors face à ces défis que représentent ces zones polaires, on met en place de nouveaux instruments. Alors ici, c'est des instruments assez classiques, des profileurs, mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait positionner acoustiquement. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on doit adapter nos instruments pour pouvoir, par ondes sonores, pour pouvoir positionner sous la banquise nos instruments. Encore une fois, le but n'est pas de rentrer dans le détail, mais juste pour illustrer le fait qu'on est vraiment obligé de s'adapter dans ces régions pour pouvoir avoir accès à des observations de qualité. Et j'ai un autre petit film, je ne sais plus ce que c'est, mais
Non, c'était pas ça. Bon, c'est pas très grave. L'autre illustration de la façon de s'adapter pour faire de l'océanographie en région polaire, c'est de collaborer avec les mammifères marins. Et alors ça, on le fait depuis un certain nombre d'années. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va à leur rencontre et puis on les équipe. Je voulais juste montrer quelques images jolies. On les équipe de capteurs pour évidemment les étudier la modification de leur comportement, la modification de leur nombre, enfin, voilà, comment ils réagissent à ces changements violents de leur habitat, mais aussi pour nous ramener des mesures physiques de l'océan et de pouvoir mieux comprendre ce changement climatique. Donc là, typiquement, un petit capteur sur sa tête qui nous ramène évidemment énormément d'informations sur le comportement de l'animal, mais aussi de température, de salinité et de différents capteurs pour mesurer l'impact du changement climatique de ces régions. Donc voilà, je vais vous laisser ici avec cette slide très brève de conclusion. Donc l'océan austral, un océan qui est évidemment distant, mais qui façonne notre quotidien. J'espère que je vous aurai convaincu sur certains éléments que j'ai mentionnés aujourd'hui, et malheureusement qui reste sous-observé et sous-protégé. Et donc il faut vraiment qu'on s'attaque à ça, et je pense que l'Europe, l'Union européenne, est vraiment extrêmement bien placée pour s'attaquer à ces problèmes-là. Merci.